hein, hop, intervention. Donc, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va démarrer. Donc, il s'agit d'un webinaire organisé par l'Association des acteurs de la finance responsable sur le sujet de la croissance et de la croissance verte et de la décroissance. Un petit mot sur l'association. Donc, l'association Les AFR, donc c'est une association de praticiens de la finance qui va œuvrer pour une finance en conscience, respectueuse de l'homme, de la nature et du vivant. Elle possède un peu plus de 200 membres et organise régulièrement des webinaires sur différents thèmes et sujets qui ont une influence de façon plus ou moins lointaine sur la finance. On est trois qui ont animé ce webinaire. Olivia, qui est cofondatrice de l'association, Nicolas et moi-même, et je m'appelle Stéphane. Alors, pour introduire un peu le webinaire, ce que je vous propose, c'est d'abord de reprendre un tout petit peu la genèse de ces différents concepts. Alors, j'ai été un peu flemmard et j'ai été regarder sur Wikipédia la définition de la décroissance. Je pense que Timothée, qui interviendra tout à l'heure, peut-être me corrigera. En tout cas, sur Wikipédia, la décroissance est décrite comme un concept à la fois politique et économique et social qui prône la réduction de la consommation. C'est un concept qui est né dans les années 70 et qui s'appuie sur l'idée que la croissance économique ne garantit pas ou plus l'amélioration des conditions de vie de l'humanité, et l'objectif de la décroissance est de cesser de faire de la croissance un objectif. De l'autre côté, donc, pour la croissance verte, j'ai retenu la définition de l'OCDE qui dit que la croissance verte signifie promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Et en fait, ce débat entre décroissance et croissance verte, il a été très d'actualité au cours de la primaire des Verts, que vous avez probablement ou pas suivi, et qui a été retracé un peu ensuite dans les médias grand public, et avec donc des échos qui allaient bien au-delà purement de la primaire des Verts, avec des questions du type la décroissance, est-ce que c'est la récession et le retour à la bougie? Peut-on arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre sans réduire la croissance du PIB? Le PIB, ou plutôt le revenu national brut, est-il une bonne mesure de l'état de santé d'une économie? La croissance n'est-elle pas une lubie des pays riches? Et donc, toutes ces interrogations qui, j'espère, iront bien au-delà de la simple campagne présidentielle, nous semblait intéressant, au vu de toutes ces interrogations, ça nous semblait intéressant de faire un webinaire sur ce sujet qui est, à mon avis, là pour un petit moment encore et qui est loin d'être tranché. Alors, on va organiser, donc on a deux intervenants que je vais laisser ensuite se présenter alternativement. Donc, la façon dont on a organisé la discussion, c'est d'abord deux interventions de 20 minutes. À l'issue de chacune des interventions de 20 minutes, il y aura 10 minutes de questions et réponses, mais directement liées à la présentation. Et puis ensuite, donc ça, du coup, ça fera 30 minutes plus 30 minutes, 1 heure. Et à l'issue de cette heure, de ces doubles présentations, il y aura un espace ouvert pour un dialogue un peu plus global et général sur lequel les gens pourront poser des questions. Donc, sur les questions, je vous encourage à utiliser le chat à droite, et puis nous, on va se charger de regrouper ces questions et puis de les poser au fil de l'eau. Donc, les présentateurs n'auront pas à se soucier. C'est nous qui poserons les questions en essayant de résumer les différentes questions qui seront probablement les mêmes à droite et à gauche. Alors, je vais donner la parole du coup d'abord aux intervenants pour qu'ils se présentent brièvement. Donc, on a deux intervenants, Éric Chanet et Timothée Paric. C'est comme ça qu'on dit, Timothée? C'est comme ça. Et donc, on va commencer. Timothée, comme tu es là, je te laisse te présenter. Bonjour, Timothée Paric. Je suis chercheur au département d'économie de l'Université de Lund, dans l'ouest de la Suède. Je viens de terminer ma thèse, une thèse en économie théorique que j'ai fait entre l'Université de Stockholm et l'Université de Clermont-Auvergne, qui était donc sur le sujet de la décroissance et qui s'intitule en anglais « The Political Economy of Degrowth ». Je vais d'ailleurs vous mettre un lien tout de suite dans le chat.
Et donc, bon, j'ai étudié la décroissance pendant ces 4 années de thèse, mais avant ça, moi, ma spécialité, c'est plutôt l'économie écologique en général, donc l'interaction entre l'économie et l'environnement. Et c'est vrai qu'une partie de la thèse, un des chapitres a été publié en rapport l'été 2019, Decoupling Debunked, le découplage démystifié. Et donc, depuis ce rapport, c'est vrai que je me retrouve beaucoup à travailler sur ces questions de croissance verte et de découplage. Merci beaucoup. Eric, vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, ben, je suis bien embêté parce que je n'ai pas du tout les qualifications de Timothée pour parler de la décroissance. Ça sera passionnant de l'écouter. Alors, moi, je suis un économiste beaucoup plus praticien. D'abord, je suis à la retraite maintenant, mais je conseille l'Institut Montaigne et des institutions gouvernementales et financières par le biais de ma petite entreprise. J'ai été chef économiste d'AXA pour l'économie mondiale, de Morgan Stanley, banque d'investissement pour l'Europe, mais auparavant, j'étais au Trésor, j'étais surtout à l'INSEE. Je m'occupais de la note de conjoncture et mes origines dans l'économie, c'est l'INSEE. Enfin, dans une vie antérieure, j'étais dans les mathématiques et c'était trop difficile, donc c'est pour ça que je suis passé à l'économie. Je passe encore à autre chose, mais je garde un très fort lien avec les mathématiques, en particulier par l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette, où il y a la crème des mathématiciens et où je suis au board. Alors, sur les questions d'économie et de changement climatique, j'ai beaucoup travaillé pour l'Institut Montaigne. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai travaillé même quand j'étais chez Morgan Stanley, en réfléchissant aux solutions de marché. Et donc, j'ai publié un rapport faisant des propositions pour l'Union européenne, parce que c'est le bon cadre, me semble-t-il, avec des propositions très concrètes qui ne sont pas si éloignées que ça des propositions qui avaient été faites par Jacques Delplat et Christian Gaulier. Mais bon, tout ceci, de toute façon, ces propositions, c'est bien gentil, mais on avance et la Commission européenne a mis en avant son plan Fit for 55. Enfin bref, je suis intéressé et j'ai travaillé sur ces sujets-là d'une manière beaucoup moins théorique que Timothée, certainement moins approfondie, mais c'est des sujets dont je pense qu'ils sont tellement importants que tout économiste doit y consacrer de son énergie. C'est bien, merci beaucoup. Et du coup, alors dans le plan du débat ou de la discussion, ce que je propose que Eric, vous gardiez la main. Et apparemment, vous avez quelques slides, donc je vous invite à les projeter sur l'écran. Et puis, donc, je vous laisse la parole pendant 20 minutes. Je serai un peu le maître du temps. Donc, sur la fin, si jamais vous débordez, je me permettrai de vous rappeler un peu à l'ordre, mais gentiment, bien sûr. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous voyez mes slides? Tout à fait. Parfait. C'est parfait. Alors, comme j'ai vu dans les échanges que nous avons eus, qu'il y avait eu quand même pas mal de discussions sur le concept de croissance, etc., moi, je vous donne mon point de vue un petit peu de praticien, d'ancien de l'INSEE. Le PIB, ce n'est pas terrible, mais ça a quand même une qualité que je trouve extrêmement importante. C'est un concept qui vient du modèle de Solow, qui vient des premiers comptes nationaux américains. C'est que c'est un énorme investissement humain, c'est un énorme investissement en statistiques. On construit des PIB à partir des statistiques annuelles. Et ça, je peux vous assurer que c'est du travail très lourd pour les instituts statistiques du monde entier. Et surtout, il y a eu un effort, disons depuis à peu près 1960, absolument prodigieux, dont on ne parle jamais d'ailleurs parce que ça n'intéresse personne. C'est vraiment des nut and bolts, d'harmonisation internationale. La grosse difficulté étant, après la chute du mur de Berlin, de pouvoir intégrer les pays qui auparavant comptaient le nombre de boulons et le poids comme mesure de la production dans un système où les prix jouent un rôle le plus important. Je trouve qu'il est très important aussi de se dire qu'il ne faut pas chercher à faire dire au PIB ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas une mesure du bien-être, ce n'est pas une mesure du progrès social. Le rapport de Stiglitz, de Fitoussi et de Sen est excellent à ce sujet-là. Il montre bien ce qu'on devrait faire d'autre. C'est celui de la création de valeur, c'est un flux. Il devrait, en théorie, ce flux du PIB être égal à la variation de stock, cette stock étant le patrimoine d'une notion qui reste à définir. Alors, je lui vois 3 défauts au PIB, puisqu'on veut parler de croissance. Le premier, c'est bien connu, ça ne mesure pas les transactions non monétaires, travail à la maison, etc., etc. Ces transactions non monétaires, il y en a de moins en moins dans nos économies, mais il y en a encore beaucoup. Si on mesurait une croissance avec ces
en tenant compte des transactions non monétaires, eh bien, elle serait probablement inférieure, puisque c'est une part qui diminue. Donc, c'est moins grave qu'il y a 50 ans. Deuxième défaut, il est plus sérieux, c'est que c'est un produit brut et il n'est pas net. Donc, ce n'est pas net de la dépréciation du capital. Ça, on sait faire, ça existe, on peut trouver ça dans les statistiques sur une base annuelle, pas trimestrielle. Mais il y a aussi le capital intangible. Dans le capital intangible, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet, mais par exemple, tout ce qui est guerre commerciale avec problème de propriété intellectuelle, on en parle beaucoup à propos de la Chine, on en parlait beaucoup à propos du Japon il y a 30 ans, c'est de la dégradation du capital intangible, et ça, on ne sait pas très bien mesurer. Et puis, il y a le capital naturel, et là, on est dans notre sujet, c'est plus compliqué. Et c'est là que je dirais que c'est le défaut essentiel du PIB, c'est son extrême myopie. Voilà, moi, c'est comme ça que je le caractériserais, et je vous en donne deux exemples. Il y a des choses extrêmement importantes dont on ne sait absolument pas mesurer la valeur. J'ai pris deux exemples à dessein. J'ai pris celui de Tartaglia et celui de Pergolèse, Giovanni Pergolèse. Tartaglia a inventé les nombres imaginaires pour résoudre l'équation du troisième degré. Après, Cardan lui a volé les formules, etc. Il est mort dans la misère, pensant avoir résolu un problème intéressant, n'ayant aucune idée qu'en inventant les nombres imaginaires, il ouvrait une des voies de la science moderne. Sans les nombres imaginaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et donc, la valeur de son invention à l'époque, pourtant, il y avait un marché, c'était zéro. Or, si on prend en compte le futur, c'était une invention absolument phénoménale dont la valeur continue à courir. J'ai pris l'exemple du Stabat Mater de Pergolèse parce que c'est un des chefs-d'œuvre de la musique. Il était composé par Pergolèse, qu'il n'a jamais entendu jouer, il est mort après, donc la valeur, c'était zéro. Et ça se joue toujours, et ça continuera à se jouer, j'en fais le pari, pendant très longtemps. Donc, on ne sait pas faire ça. Et puis, il y a la dépréciation du capital naturel. Alors, comment le mesurer? Si on a un point de vue que j'appellerais humaniste, c'est-à-dire qu'on mesure les choses à l'aune de l'homme, c'est, en théorie, la somme actualisée des dommages futurs qui proviennent de l'activité humaine. Et ça, on devrait savoir le faire. Et en fait, on sait le faire, du moins en théorie. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je vais donner juste quelques éléments là-dessus. On ne peut pas mesurer le capital naturel, ça pose d'énormes problèmes conceptuels. Je dis, il y a un point de vue humaniste, mais il peut y avoir d'autres points de vue que le point de vue humaniste. On peut dire, dans le fond, les arbres, ils existent en soi, tout ce que vous voulez, ou bien on peut se poser la question de l'impact que ça a sur le bonheur humain ou sur le bien-être humain dans le futur. Cette idée de tenir compte des dommages de la pollution en les internalisant, en fait, elle avait été déjà lancée par William Nordhaus et par James Tobin dans un papier absolument passionnant de 1973, dans lequel il pose aussi la question de la dimension sociale du PIB. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, mais que c'est des choses qui sont difficiles à faire. Concrètement, alors, je ne sais pas s'il y a un acronyme en français. Moi, je me suis dit, on va appeler ça le PIND. C'est le produit intérieur net de la dépréciation de l'environnement qu'on obtient en soustrayant du PIB, pour lequel on a une technologie très sophistiquée et qu'il ne faut surtout pas mettre à la poubelle, la valeur présente des dommages futurs provoqués par les émissions polluantes, dans lesquelles il faut évidemment mettre les gaz à effet de serre, même si le CO2, ce n'est pas un polluant direct, c'est un polluant via l'impact sur le climat. Alors, le paradoxe, si on arrivait à le faire de manière régulière et pour un grand nombre de pays, c'est que, bien évidemment, le produit net de la dépréciation du capital naturel est inférieur au PIB, puisqu'on lui enlève les dommages futurs. Mais pour le taux de croissance, ça peut être l'inverse. La croissance du produit intérieur net de la dépréciation de l'environnement sera supérieure à celle du PIB qui fait la une des journaux quand elle sort, s'il y a une réduction des émissions, par définition. Et donc, attention à ce petit paradoxe. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un papier absolument passionnant toute une collection d'auteurs, un truc assez sérieux qui est paru dans les Working Papers du NBER. Alors, c'est Mohan, Zuller. C'est Zuller qui est, je crois, un des auteurs principaux. Je ne voudrais pas écorcher les noms, mais il est absolument passionnant parce qu'il a fait le travail rétrospectif. Bon, c'est à la fois un papier théorique et un papier pratique, rétrospectif de mesurer le PIB, on l'a, mais de mesurer un PIB net de la dépréciation, enfin net des dommages environnementaux, donc en mettant un prix, etc., sur les dommages futurs. Alors, c'est ce qu'ils appellent EVA. Et regardez les graphiques, là, vous avez la différence de croissance du PIB corrigé de l'impact environnemental de la pollution et le PIB standard.
Et donc, lorsque on est au-dessus de zéro, ça veut dire que le PIB vert, allez, appelons-le vert, même si ce n'est peut-être pas le bon mot, la croissance du PIB vert est supérieure à la croissance du PIB. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, aux États-Unis, la croissance du PIB vert a été supérieure parce que les émissions ont baissé et que maintenant, il y a à peu près plus grand-chose qui se passe. Qu'en Chine, c'est exactement l'inverse. Pendant très longtemps, la croissance, après que la Chine eut rejoint l'OMC, la croissance qui a été absolument vertigineuse, comme chacun le sait, s'est faite avec un impact environnemental totalement catastrophique, ce qui fait que la croissance du PIB vert était bien inférieure à celle du PIB, et que maintenant que la Chine commence à prendre les choses sérieusement, peut-être pas assez, mais n'empêche, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Donc, vous pouvez voir que dans le cas du Royaume-Uni, ça a été aussi une différence très importante, et ça a été aussi le cas en France, où quand même depuis un certain temps, il n'y a pas très grande différence entre les deux, et ça tient au fait que l'électricité française est non carbonée. Alors, pour en venir plus directement au sujet que vous souhaitez traiter, est-ce qu'on peut réduire les émissions sans réduire le PIB? Donc, c'est la thèse du découplage. Alors d'abord, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que le changement climatique, si c'est à ça qu'on s'intéresse, il n'est pas produit par la croissance, il n'est pas produit par la consommation ou la production d'énergie, mais par les émissions de gaz à effet de serre. Donc je pourrais imaginer des économies imaginaires dans lesquelles on ne ferait pas grand-chose, mais on produirait des gaz à effet de serre, et bien dans ce cas-là, ça produirait un changement climatique, et même s'il n'y avait pas de croissance. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est comment réduire les émissions. Est-ce qu'on peut le faire sans que le PIB baisse? Eh bien, ce que je vais quand même vous montrer, c'est juste des mesures statistiques, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays développés depuis 2000. Il se passe exactement l'inverse dans les pays en développement, et tout ça pour des raisons bien compréhensibles. Alors évidemment, il y a un problème de mesure dont vous êtes probablement familier, c'est que la mesure qui fait un petit peu autorité pour les émissions, c'est les émissions territoriales, tout simplement parce que ça, on sait mesurer. Enfin, on sait bien le faire pour le CO2, pour le méthane, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on sait bien le faire. Mais ce n'est pas le bon concept, puisqu'il est complètement aveugle par rapport aux fuites carbone, c'est-à-dire aux délocalisations, etc. Et donc, le bon concept, c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire c'est les émissions territoriales corrigées du contenu en carbone des importations qu'on ajoute et en enlevant celles des exportations pour éviter les doubles comptes dans les statistiques internationales. Alors ça, c'est le bon concept, mais évidemment, calculer le contenu en carbone des importations, c'est plus compliqué. Ça pose des problèmes statistiques assez redoutables. Donc, il faut simplement reconnaître que c'est plus incertain. C'est le bon concept, mais c'est plus incertain. Donc, il peut y avoir quelques divergences. Alors, j'ai pris comme source, il y avait des divergences, mais elles ont, en ce qui concerne la France, elles ont été beaucoup réduites depuis une publication récente des calculs pour la France. Donc, j'ai pris comme source le Global Carbon Project, qui a l'immense avantage de traiter tous les pays. L'OCDE ne fait pas pour tous les pays. C'est une équipe extrêmement sérieuse. Bon, bref, il faut bien prendre quelque chose. Et je vous donne les chiffres pour l'empreinte carbone, c'est-à-dire pas pour les émissions territoriales, mais pour les émissions territoriales corrigées du commerce extérieur, donc dans lequel on tient compte du carbone qu'on importe quand on achète, je ne sais pas, un produit qui vient de Chine ou une voiture, dans le cas français, qui vient d'Allemagne. Et regardez les chiffres à gauche. France, moins 19% entre 2000 et 2019. On vient de recevoir, il y a quelques semaines, les chiffres de 2019 du Global Carbon Project. Donc, très intéressant de voir que dans tous les pays de l'Union européenne, la baisse est très forte, qu'elle est bien moins forte au Royaume-Uni, qu'elle est moins forte dans l'OCDE dans son ensemble, parce qu'il faut rajouter le Canada, l'Australie, etc. Et c'est très intéressant parce que les pays où il y a une politique volontariste de prix du carbone en particulier ont des réductions beaucoup plus fortes que les pays où il n'y a pas cette politique volontariste. Aux États-Unis, par exemple, la Californie est très en pointe. Enfin bon, au niveau fédéral, comme nous le savons, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, pour le monde, les émissions ont augmenté de 45%, et ce n'est pas bien compliqué. Les pays qui sont maintenant parmi les plus gros émetteurs, j'ai sélectionné les plus gros émetteurs en proportion des émissions mondiales, sont des pays à très forte croissance et où il n'y a quasiment pas de mesures prises pour réduire les émissions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et vous voyez, les chiffres sont absolument énormes. La Chine, l'Arabie saoudite, c'est plus de 200%. Beaucoup de pays, c'est un doublement. Le Pakistan, la Malaisie. Bon, bref, l'Asie en général, mais pas seulement, est la zone où les émissions progressent le plus. D'ailleurs, OCDE, on est à moins 8 et hors OCDE à plus 130. Donc, à la question, est-ce qu'on peut? Bah oui, on y arrive. Et c'est quand même intéressant de voir que le signal prix, ça marche remarquablement bien.
On l'avait vu d'ailleurs lors des chocs pétroliers. Les chocs pétroliers ont provoqué une réduction de la consommation de pétrole par unité de PIB à laquelle personne n'aurait pensé que ce fût possible. Le signal prix, ça marche extraordinairement bien. Et moi, c'est un petit peu la thèse que j'ai développée dans cette note pour Montaigne, la stratégie optimale pour l'Union européenne, c'est évidemment un prix du carbone élevé et croissant. Alors, comme on a le système d'achat de droits à polluer, le Cap and Trade, ETS, il faut lui ajouter un plancher. D'ailleurs, c'est ce que les écologistes allemands avaient proposé dans la coalition allemande, et vous avez peut-être vu que c'est ce que les Allemands vont faire pour leur propre pays, et ça serait quand même intelligent de faire ça pour l'ensemble de l'Union européenne, puisqu'on est supposé avoir un marché unique. Alors évidemment, pour qu'il n'y ait pas de fuite carbone, il faut qu'il y ait l'ajustement aux frontières, parce que s'il n'y a pas d'ajustement à la frontière, les industriels demandent des quotas gratuits, et on est dans une espèce de jeu de passe-passe. Donc il faut l'ajustement aux frontières. Deuxième élément, il faut redistribuer le dividende carbone, que ce soit les royalties de l'ETS, que ce soit les taxes carbone. Il y en a dans toute l'Union européenne, c'est plus de 100 € en Suède, c'est 45 ou un petit peu moins en France. Bref, ça a des champs qui sont divers, ça fait partie d'ailleurs des problèmes. Mais la redistribution est absolument essentielle pour deux raisons. D'abord, pour l'acceptation d'un prix du carbone, mais aussi pour éviter les distorsions en termes de revenus. La taxe au prix du carbone a l'immense avantage de pénaliser beaucoup plus les gros consommateurs de carbone, qui sont aussi les gros revenus, mais bien que ce soit de ce fait-là redistributif, il y a des problèmes de redistribution horizontale qui justifieraient de concentrer la redistribution sur les bas revenus. Mais il faut aussi qu'une partie de l'argent collecté soit consacrée, et ça je vais y revenir parce que c'est extrêmement important, au transfert vers les pays en développement et à l'investissement en recherche et en innovation et pas à la production. Subventionner la production, c'est toujours une erreur parce que ça aboutit à d'énormes distorsions, à du gaspillage. Il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, qui marchent très bien d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Greenpeace, qui produit du gaz et donc qui est devenu en fait une partie du lobby gazier. Donc il faut financer la recherche, l'innovation, parce que c'est de ça que viendra les solutions dans le futur. Et le dernier élément, c'est le club carbone. Et ça devient possible du fait que la Chine a introduit son propre ETS, alors avec des prix qui sont pour l'instant dérisoires, mais du coup, ça donne de l'espoir. Et c'est possible avec les États-Unis, avec cette administration-là, bien qu'il y ait une forte réticence américaine à imposer un prix du carbone. Biden en avait dans son programme au début et il l'a enlevé. Pour l'OCDE, c'est quand même cette stratégie du club carbone. C'est une idée qui vient à nouveau de William Nordhaus, sur laquelle il faut miser, à mon avis. C'est bien vers là qu'on ira. Et alors, la question qui est absolument essentielle, c'est que tout l'argent qui est récolté, et c'est des sommes absolument énormes, si on valorise à 70 € la tonne de CO2, tout le CO2 qui est émis dans l'Union européenne, ça nous fait des sommes absolument faramineuses, collectées annuellement. Une partie que je n'ai pas évaluée, mais qui est extrêmement importante à considérer, doit être consacrée au transfert de technologies vers les pays en développement. J'en ai eu beaucoup de discussions avec des économistes indiens, l'Institut Montaigne. Leur réaction était toujours de dire oui, bien gentil, mais aidez-nous à financer la transition énergétique. Sinon, peu de chances qu'on le fasse. Alors, je tiens aussi quand même à dire que même s'il s'agit d'un phénomène qui est mondial, par définition, le CO2 qui est émis au Luxembourg est le même que celui qui est émis à Shanghai ou à Mumbai, il y a quand même de très grandes différences entre les pays. Et voilà les calculs. Alors, ils sont faits pour 2018. Je n'ai pas eu le temps de les mettre à jour pour 2019. À partir de Global Carbon Budget, où je regarde l'empreinte carbone. Alors, c'est seulement carbone. Vous allez voir pourquoi c'est important. L'empreinte carbone d'un certain nombre de pays que j'ai choisi parce que j'ai pensé que c'était intéressant. Et ceci pour souligner que la Chine a une empreinte carbone par habitant qui est bien inférieure à celle des très, très, très gros consommateurs, ou en tenant compte des importations, puisque là, je parle bien d'empreinte. Vous voyez quand même, les États-Unis, c'est à peu près 3 fois l'empreinte carbone de la France, et je parle par habitant. L'Allemagne, c'est 50% de plus que la France. La Suisse, que beaucoup de gens croient très vertueuse, pas du tout. Les Suisses importent à peu près tout leur contenu carbone, ce qui fait que leur empreinte carbone, elle est absolument catastrophique. En revanche, vous voyez que la France est plutôt bien située, donc il faut faire un tout petit peu attention dans les préconisations de politique économique. Il ne faut pas oublier où nous nous trouvons. Alors, je vais quand même donner quelques doutes, exprimer mes doutes sur la décroissance. J'avais écrit un papier pour Telos disant que c'était une mauvaise idée, donc c'est l'objet de notre débat. Je vais le reformuler. D'abord, le débat, il est ancien.
Il a commencé avec Malthus, qui était un excellent statisticien, un bon mathématicien et un bon économiste aussi. Bon. Et puis, il y a eu le rapport Meadows. Alors ça, je peux vous dire que je m'en souviens bien, du rapport Meadows, parce que c'était à une époque où je m'occupais pas mal de ces choses-là, mais sous un aspect un peu différent. Hein. Je faisais partie de ceux qui militaient et qui manifestaient contre le réacteur Superphénix à Crest-Malville, où un de mes camarades a perdu d'ailleurs la jambe. Bien, c'est un débat qui est ancien et je ne trouve pas qu'il y ait énormément de nouveaux dans ce débat. Mais enfin, il y a des concepts qui sont arrivés et Timothée en est certainement un représentant. Deuxième chose, ça ne se décrète pas tellement la croissance ou la décroissance. Hein. Ce n'est ni l'alpha ni l'oméga, c'est un petit peu le résultat de ce qui se passe, on le mesure ex post. Alors, s'il s'agit de polluer, de pénaliser les gros pollueurs, eh bien ça, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi ignorer ce que nous dit la théorie économique qui a extraordinairement bien marché pour dépolluer les rivières américaines avant la guerre. Hein. C'est la théorie de Pigou, c'est internaliser les externalités. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça marche très bien. Et pourquoi donc ne pas y recourir? Je signale que pour la redistribution du revenu, mais ça tout le monde le sait, la France est championne. Donc si on veut redistribuer en plus, eh bien, il faudra bien réfléchir pour notre pays à la faisabilité politique. Mais surtout, le point que je voudrais souligner, c'est que allier la pénalisation de la production de CO2 et la redistribution, c'est précisément le dividende carbone. Et donc, je trouve que là, bon, on dispose évidemment de la bonne idée, la difficulté étant de la mettre en œuvre progressivement. Et puis, il y a des incertitudes que je voudrais souligner. Alors là, je suis sur un terrain qui est peut-être un peu plus mou, sur lequel il est difficile peut-être de dire des choses avec une grande certitude, mais voilà la question que je me pose. Si la croissance, à la suite de telle ou telle décision, était réduite dans les pays, les seuls qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire dans les pays développés, est-ce qu'on pourrait allouer des ressources suffisantes à la recherche et à l'innovation et surtout au transfert de technologie? Je crains que non. Je crains qu'on se retrouve à la portion congrue. On est déjà pour la recherche, je crains en Europe, à la portion congrue. Et si la recherche et les transferts sont insuffisants, alors je pense qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone, tout simplement parce qu'il y a d'immenses ressources en charbon. Et je n'ai pas mentionné la Russie, mais la Russie en a aussi beaucoup, même si c'est le champion du gaz naturel. Mais l'Inde en a énormément, l'Afrique de l'Est en a énormément. Et une grande partie du monde est dans la misère, elle a besoin d'énergie, elle utilisera son charbon, sauf si les transferts de technologie financés par les pays développés lui permettent d'avoir des solutions alternatives. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon quantum de temps, mais en tout cas, c'était ma conclusion. C'est parfait, vous êtes vraiment dans le timing, donc ça c'est très bien, c'est très clair. Et bien, du coup, pour le coup, donc est-ce qu'il y a des… Alors, j'ai vu quelques questions passer. Alors, je me permets de répondre à une, effectivement, parce que j'ai vu qu'il y a eu des questions sur la question de l'empreinte, etc. Et il y a eu un peu des confusions parce qu'effectivement, donc tout d'abord, donc, entre empreinte et inventaire, évidemment une distinction, que la France vient de changer ses calculs en excluant les exports pour éviter les phénomènes de double comptage. Donc, effectivement, un Français aujourd'hui, si je ne me trompe pas du chiffre que j'ai en tête, c'est 9 tonnes de CO2, entre 9 et 10, mais non, d'équivalent CO2. Voilà, équivalent CO2. Mais si on enlève tous les autres gaz à effet de serre, on tombe sur votre 6,3 de l'ordre. Oui, enfin, on est à 6,8, ce qui veut dire que ça devient compatible. Mais il y avait un point que j'avais oublié de faire, Stéphane, là-dessus, mais qui est très important, c'est qu'on a une politique de prix du carbone et ça marche. Voilà, les émissions de CO2 ont baissé. Ce n'est pas suffisant, mais ça marche. On n'a aucune politique sur le prix du méthane. Aucune. Et les émissions de méthane… Je suis bien de votre avis. Vous savez, j'ai publié plusieurs tribunes sur le sujet. Voilà. Exactement. Alors, le méthane, ce grand oublié du climat. Voilà, tout à fait. Mais vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de signal prix, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et c'est ce qui explique que les émissions de gaz à effet de serre françaises, elles ont décru, mais pas autant que les émissions de CO2. Donc, ce point est très, très important pour appuyer sur l'idée que le signal prix, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent… Moi, j'en ai bien une, mais je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions avant. Alors, comme ça, c'était juste le point, en effet, sur la partie France, quoi. Et moi, la question que j'ai, c'est en fait, on voit bien qu'il y a un phénomène de décroissance, oui, de découplage plutôt, qui est déjà à l'œuvre dans les pays riches.
entre le CO2 et le PIB. Mais un des arguments des tenants de la décroissance, c'est de dire qu'en fait, cette décroissance, elle n'est pas assez rapide au regard des enjeux qui nous concernent. Donc, d'aucuns parlent d'un besoin de 4%, peut-être parfois un peu plus, par an de décroissance des émissions. Et donc, si on veut vraiment être dans les clous d'un scénario 1,5 ou même d'un scénario 2 degrés, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus vite. Et du coup, cette décroissance qui est quelque part quelque chose au fil de l'eau, qui existe déjà, elle n'est pas suffisante. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Et donc, je pense que c'est tout à fait juste, que ça va clairement dans le bon sens et que dans le cas quand même de l'Union européenne, c'est assez remarquable, en tout cas pour ce qui concerne le CO2, mais que c'est insuffisant, et c'est insuffisant pour les pays développés dans leur ensemble. Les émissions vont ralentir en Chine. Alors ça, c'est un point que je signale en passant. Ce n'est pas du tout que les dirigeants chinois souhaitent sauver le monde. Ça les intéresse modestement. Mais par contre, ils veulent rester au pouvoir. Or, la Chine est à la fois, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, la Chine est à la fois un énorme émetteur et évidemment subit les effets du changement climatique. Donc, une décision politique prise en Chine sur la réduction des émissions, comme par exemple l'introduction de ce marché, avec tous ses défauts, c'est principalement dans un but intérieur. Car la population chinoise, si elle a déjà commencé à subir les effets du changement climatique, bref, voilà, à Pékin, on est tout à fait conscient qu'on a intérêt à le faire. Le Luxembourg n'a strictement aucun intérêt à le faire, mais enfin, heureusement, ils sont dans l'Union européenne, donc ils sont un petit peu obligés de le faire. Donc, la Chine va commencer à aller dans la bonne direction, mais tout ça est complètement insuffisant, et donc il faut bien que les pays développés réduisent plus vite. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin que les objectifs qu'on s'est fixés pour l'Union européenne? Je ne vais pas parler pour les États-Unis, même si c'est quand même un des plus gros problèmes. Voilà. On a l'objectif de neutralité en 2050, on a l'objectif de moins 55% en 2030. Moi, je pense que ce sont des bons objectifs et que la question qu'il faut se poser, Stéphane, c'est il faut être sûr d'y arriver. Alors, c'est pas mal l'ETS pour ça quand même, parce que l'ETS, par définition, c'est des quotas. Et si je mets le quota à zéro, à moins que les gens trichent, mais pour ça, il faut avoir, si je puis dire, les gendarmes nécessaires. Il ne faut pas pouvoir tricher par les fuites carbone. Et ça, c'est la question de l'ajustement à la frontière. Donc, c'est quand même, je trouve, on devrait y arriver en Europe si on ne contourne pas les objectifs qu'on s'est fixés. Quel sera l'impact sur la croissance? Eh bien, on verra bien. Je trouve qu'il ne faudrait pas inverser les choses. Il faut plutôt se demander, est-ce qu'on peut y arriver? Où veut-on aller? Alors, est-ce que moins 55, c'est suffisant? Peut-être que ce n'est pas suffisant si l'on veut regarder le monde, si les États-Unis ne font rien, si les Chinois ne font rien, bah oui, d'accord. Mais vous voyez bien qu'il y a un certain moment où on ne peut pas demander aux Européens de faire le travail pour tout le reste du monde. Les Européens ont un poids dont je pense qu'ils le sous-estiment, c'est le poids de leur marché. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de soutenir dans la stratégie de la Commission l'idée de l'ajustement à la frontière. Parce que l'ajustement à la frontière, comme c'est un très grand marché, le Royaume-Uni fait son ajustement à la frontière, ça n'a aucune importance. L'Union européenne, qui est le deuxième marché à l'exportation pour les pays hors UE, ça a du poids. Et donc, il y a nécessairement un effet d'entraînement si nous le faisons. Et il ne faut absolument pas lâcher là-dessus. Donc, c'est ce que je répondrai, Stéphane. C'est peut-être pas suffisant, mais est-ce qu'on peut faire beaucoup plus que l'objectif en Europe? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'on pourrait dire moins 60, mais vous voyez, il faudrait revoir tout ça. Pour moi, ce qu'il faut, c'est absolument y arriver. Et donc, soutenir la proposition de la Commission, unifier les taxes carbone. Cette idée de prix plancher, elle est absolument centrale parce que l'ETS a l'avantage qu'on sait où on va, si les gens ne trichent pas, puisqu'on met zéro à une certaine date, on sera à zéro. Il a l'énorme désavantage que le prix est inconnu à l'avance. Et le fait qu'il y ait cette incertitude sur le prix, tout le monde le sait, ça fait partie des déterminants de l'investissement des entreprises. Si je ne connais pas le prix futur, mon incitation à investir est diminuée d'autant. Donc, c'est toujours le rendement corrigé du risque, puisque vous êtes une association qui s'intéresse à la finance. Ce qui compte, ce n'est pas le rendement, c'est le rendement corrigé du risque. Et pour ça, il faut un prix plancher. Peut-être ça aurait été plus intelligent d'avoir une taxe carbone, on ne l'a pas fait. Bon, ok, d'accord, on va marcher avec l'ETS. Mais le prix plancher devient absolument central. Et là, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que les Allemands ont décidé de le faire. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Ils ont une majorité progressiste. C'est les Grünen qui ont inventé ça. Ils ont fait plein de bêtises à côté, mais ça, c'est très intelligent.
Et du coup, il y a des chances que, quand il y a l'Allemagne qui le veut, que ça se fasse pour l'Europe. Donc, je ne suis pas trop pessimiste sur quand même le rôle que l'Union européenne peut jouer. Mais nous sommes d'accord, ça ne suffit pas. Alors, j'ai juste un commentaire et une toute dernière question avant de clore votre intervention. Il y avait deux petites questions. Ouais. Il y a une question sur l'ajustement à la frontière. Donc, ça, c'est facile à répondre. Il s'agit juste de mettre une taxe carbone à la frontière, c'est-à-dire de corriger le prix en fonction de ce qui est importé en fonction du prix du carbone, de ce contenu carbone. Donc, ça, c'est pour répondre. Donc, du coup, forcément, on évite d'avoir des fuites de carbone comme elles ont été indiquées. Oui, Eric? Oui, c'est sur le papier très simple. Alors, ce n'est pas une taxe, puisque on a un système ETS, donc il faut que ce soit le même prix. Donc, il faut que ce soit une moyenne. Alors, la Commission dit la moyenne de la dernière semaine, ça me paraît un petit peu fou, parce que ça introduit à nouveau une incertitude. On exporte notre externalité d'incertitude. Enfin, bref. La difficulté, elle est énorme quand on rentre dans les détails, c'est comment calculer le contenu carbone des produits importés. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans le détail, mais là, quand on en parle avec les industriels, quand on en parle avec la Commission, on voit que sur le papier, l'idée est géniale, mais que concrètement, si par exemple vous avez une entreprise hors UE qui vous dit ben non, moi mon acier est décarboné. Mon acier est décarboné, je ne vais pas lui faire payer la taxe carbone. Et donc l'idée serait de dire vous déclarez, mais nous on se réserve le droit de vérifier. Alors, il y a des pays où ce n'est pas si facile que ça de vérifier. Donc, voilà quand même, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est si simple que ça. C'est absolument indispensable. On sait faire des choses compliquées. Celle-là est particulièrement complexe. Mais si on ne le fait pas, alors c'est les fuites carbone et c'est les quotas gratuits d'émissions, ce dont on doit absolument se débarrasser. Voilà. Et après, donc, il y a une toute dernière question, mais je pense que je la réserverai, cette dernière question, au débat plus général ensuite à la fin. C'était un peu sur le thème fin du monde, fin du mois. Comment est-ce qu'on gère en fait le problème les gilets jaunes et avec la taxe carbone et les problèmes des inégalités sociales et l'acceptation sociale au global. Alors, vous avez répondu en partie via des systèmes de redistribution, donc le revenu des différents systèmes carbone, que ce soit ETS ou taxes, vers les couches les moins favorisées de la population. Mais je propose qu'on laisse ça pour tout à l'heure quand le débat sera ouvert, une fois qu'il y aura eu l'intervention de Timothée, si ça vous va, Eric. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, du coup… il n'y avait pas deux autres questions peut-être que… C'était il y avait une question sur l'ajustement à la frontière, mais ça, vous avez traité. Et la deuxième, c'était une question sur fin du mois, fin du monde, et comment est-ce qu'on fait justement pour concilier les deux, la gestion fin du mois, fin du monde. Et du coup, en partie, vous y avez répondu via les mécanismes de redistribution, mais vous pouvez garder en tête éventuellement un certain nombre d'éléments sur ce sujet, puisque je pense qu'on va l'aborder après l'intervention de Timothée, si ça vous va. Timothée, vous voulez bien prendre la parole ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je vais moi aussi partager mon écran. Et vous allez voir que je suis venu équipé avec une définition de la décroissance que tu pourras citer la prochaine fois, Stéphane, qui est beaucoup mieux que celle qu'on trouve sur Wikipédia. Donc, moi, c'est comme ça que j'en suis venu à définir la décroissance dans mes travaux. Je vous laisse lire la définition. Vraiment, la définition minimale, c'est une réduction de la production et de la consommation. Alors, au fil de cette discussion, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une espèce de symétrie entre croissance et décroissance. C'est-à-dire croissance, augmentation positive du PIB, décroissance, croissance négative du PIB. Ça, en fait, ce n'est pas ça. La décroissance, ça a évolué pour devenir toute une stratégie environnementale, tout un paradigme d'approche de la transition écologique et sociale. Et moi, je vais essayer d'en parler un petit peu. Mais avant ça, quand même, on va partir du point de départ de la décroissance, qui est une triple critique de la croissance. Et cette critique, elle est triple, elle part de dire que la poursuite de la croissance dans un pays à haut revenu comme la France est écologiquement insoutenable, car on ne peut pas découpler économie et écologie. Alors, là, c'est la nature du débat, et j'expliquerai plus tard qu'est-ce que je veux dire. C'est la première limite. Mais même si cette limite n'existait pas, disons que la croissance était 100% verte, complètement, sans aucun souci écologique, il y aurait quand même deux autres critiques de la croissance économique. Une deuxième, une critique sociale qui explique qu'il y a des limites sociales à l'augmentation de la production marchande
et des limites sociales et morales à la marchandisation d'une société. Donc ça, c'est la deuxième limite qui n'a rien à voir avec l'environnement. Et la troisième, qu'on pourrait appeler une limite politique, qui dit que la poursuite de la croissance dans un pays à haut revenu peut devenir inutile, voire contre-productive, si elle n'arrive pas à éradiquer la pauvreté, à réduire les inégalités, à créer de l'emploi de qualité, à abonder les budgets publics et à garantir une augmentation des conditions de vie générales de la population. Si la croissance ne fait pas cela, qu'elle soit soutenable ou pas, ça ne sert à rien de l'avoir. Donc, on a cette triple critique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la première et peut-être dans la discussion, on pourra revenir sur les deux autres. La première, c'est l'argument écologique. Et je veux partir un petit peu de l'atmosphère présente. On nous dit souvent que la croissance des pays à haut revenu est verte ou au moins est en train de le devenir. Et Eric a très bien représenté… S'il vous plaît, Ludovic, mettez-vous sur… Pardon. Je vais vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Voilà, Eric nous a donné un bon exemple de ce constat. Et moi, je vais essayer de vous montrer que ce constat est faux à, on va dire, 98%. Donc, il n'est pas complètement… Il y a un petit peu de vérité, mais très principalement, il est faux. Et je vais vous montrer ça en 7 étapes. Alors, pourquoi? Le problème, c'est qu'on ne parle que de carbone, comme si le changement climatique était la seule crise environnementale qui nous faisait face aujourd'hui, comme si nos économies n'avaient besoin que d'un puits à gaz à effet de serre pour pouvoir fonctionner. Alors ça, c'est très problématique. Moi, en économie écologique, en fait, on regarde à la fois les sources et les puits, c'est-à-dire qu'on essaye de quantifier, d'évaluer toutes les interactions entre l'économie et l'environnement. Là, vous pouvez voir le donut de Kate Raworth avec les limites planétaires de Johan Rockström, qui nous donne une version peut-être un petit peu plus holistique de comment des conséquences environnementales de la croissance économique. Donc, ça déjà, cet argument tout seul suffit à montrer que même si on arrivait à parfaitement décarboner la croissance d'une économie, il nous resterait tout un panel de problèmes liés à l'artificialisation des sols, à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, à l'utilisation des matériaux, à l'extraction des minerais, aux impacts sur les écosystèmes et leurs conséquences sur la biodiversité. Toutes ces choses-là que les économistes ont très mal étudiées pour l'instant et que quand on regarde les chiffres, ça nous donne moins de raisons d'être optimistes. Mon deuxième problème, c'est qu'on ne comptabilise pas les importations. Alors ça, Eric en a un petit peu parlé. Bien sûr, délocaliser les productions polluantes à l'étranger, ce n'est pas vraiment de la croissance verte, c'est juste un déplacement du problème. En France, maintenant, on a les chiffres, on sait bien que les émissions nettes importées, c'est environ la moitié de notre empreinte carbone. Donc, bien sûr, si on ne mesure que les émissions territoriales, on va avoir l'illusion d'un découplage. Problème, c'est que c'est seulement 8% de toutes les études faites sur le découplage depuis les années 90 qui mesurent les émissions avec des indicateurs d'empreinte. Donc là encore, tous les succès aujourd'hui de la croissance verte, il y en a beaucoup qu'on peut minimiser, voire parfois annuler si on remplace les indicateurs territoriaux par des indicateurs d'empreinte. Mais soit, moi je vais continuer quand même et jouer avec les chiffres que nous a donnés Eric, qui eux prennent en compte les indicateurs d'empreinte. Donc ça nous ramène à un troisième problème. Alors très souvent, on va parler, là j'avais noté, voilà, Eric nous disait en France, on a réduit les émissions de 19% entre 2000 et 2019. Donc, quand on voit ça, on a l'impression, oui, on a eu de larges réductions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il faut regarder les taux de réduction annuels. Alors, quand on regarde les taux de réduction annuels, on se rend compte que ces taux de réduction, ils varient. Il y a des périodes, en fait, où les réductions ici de gaz à effet de serre, elles diminuent plus rapidement. Donc là, on voit, on a des taux qui dépassent les 4%. Et il y a d'autres périodes où c'est un petit peu plus mou. Alors, pourquoi c'est important de prendre ça? Parce qu'il y a certains changements qui nous donnent des gains de découplage en une fois. Donc, par exemple, aux États-Unis, quand les États-Unis sont passés du charbon au gaz, bien sûr, les émissions ont diminué. Mais après ça, si on continue à construire des infrastructures de gaz, on va voir les émissions, elles se sont recouplées à un niveau plus bas, mais elles ne se sont pas complètement découplées. Pareil, si on construit une infrastructure, des centrales nucléaires par exemple, il va y avoir peut-être une empreinte ciblée pendant la construction et ensuite pas grand-chose pendant toute la durée de vie de l'infrastructure. Mais ensuite, si on doit en reconstruire une nouvelle, là, on va voir peut-être
une réaugmentation des gaz à effet de serre. Donc, c'est très important de regarder sur la longue durée la dynamique un petit peu du découplage et peut-être de se poser la question, est-ce que les gains de découplage qu'on a aujourd'hui ne sont pas amenés à ralentir dans le futur? Et ça, on en reparlera dans la discussion. Problème numéro 4. Un découplage relatif ne sert à rien. Donc, petit point théorique sur la définition entre un découplage relatif et un découplage absolu. Vous pouvez voir la situation en haut de couplage. C'est quand vous avez une augmentation du PIB qui est proportionnelle à l'augmentation, on va dire ici des pressions environnementales, ça peut être les gaz à effet de serre, le carbone, ce que vous voulez mesurer. Le découplage relatif, c'est la courbe jaune. C'est-à-dire qu'on est relativement moins polluant par unité de PIB, mais bon, vu que le PIB augmente quand même beaucoup plus vite que la baisse des pressions environnementales, eh ben, on n'a pas de décroissance absolue de notre impact sur l'environnement. Alors ça, c'est très décevant parce qu'on sait aujourd'hui, et le GIEC nous dit, et toutes les instances environnementales, que dans un pays comme la France, qui a justement dépassé ses limites planétaires, il faut des réductions absolues. Donc, il faut que notre découplage il passe ce petit point de découplage à 0. Mais ça ne suffit pas juste de le dépasser et d'avoir une petite réduction de 0,0001%. Parce que ça n'aurait aucun impact non seulement sur la stabilité climatique, mais sur n'importe quel problème écologique. Ce qu'il nous faut, c'est un découplage absolu d'une ampleur suffisante, non seulement d'une ampleur suffisante pour nous amener en dessous d'une limite planétaire, mais y aller aussi rapidement, parce que si on y arrive en 2100, ce n'est pas assez, il faut y arriver dans la décennie qui vient, d'ici 2030. Donc là, il y a cet aspect où beaucoup on célèbre des cas de croissance verte sans trop spécifier quel genre de découplage on a. Et dans la plupart des pays du monde, c'est du découplage relatif. Okay ? Alors, Eric a raison. Dans quelques pays au monde, alors il se trompe quand il dit dans la plupart des pays développés depuis 2000, et j'ai les papiers ici pour le prouver, le découplage absolu est plus une exception que la règle, même dans les pays à haut revenu. Et dans tous les cas, quand on regarde les taux de découplage, ils sont très faibles. Alors là, je prends une étude quand même assez respectée de Corinne Lequéré de 2019, qui a beaucoup été utilisée par le GIEC, qui nous montre que voilà, les meilleurs cas de découplage absolu sur une période allant de 2005 à 2015, on a 18 pays. Donc 18 pays, ce n'est pas la plupart des économies à haut revenu. 18 pays, c'est quand même un tout petit groupe. Là, je montre la Grande-Bretagne parce qu'on en parle souvent comme un exemple de découplage. Et bien, regardez les taux de réduction. On a moins 2,1% par an. On inclut, c'est des émissions empreintes, donc on inclut les émissions importées, en parallèle d'une augmentation du PIB de 1,1%. Très bien, c'est du découplage. C'est du découplage absolu aussi. Mais est-ce que c'est du découplage absolu suffisant ? Non, la Grande-Bretagne s'est engagée à réduire ses émissions de 5,1%, donc ça, ce n'est pas beaucoup, le 2,1% qu'elle a réussi à atteindre. Mais si on regarde les émissions que la Grande-Bretagne aurait besoin de réduire pour pouvoir rester dans le 1,5 degré de l'accord de Paris, on retrouve des taux de réduction de 13% par an. Donc là, on voit que le découplage absolu n'est pas du tout suffisant. Un deuxième chiffre sur la France, là, d'une étude qui est sortie il y a quelques jours, qui là aussi nous dit sur tous les pays du monde de la période de 1970 à 2018, il y a 24 pays qui ont réussi à faire décroître leurs émissions de gaz à effet de serre. 24, ce n'est pas la plupart. 24, ce n'est pas beaucoup. Sur les 24, on en enlève 6 qui sont des pays de l'ancienne Union soviétique. Donc là, ce n'est pas exactement le même contexte. Là, c'est des changements très conjoncturels. Donc, on les enlève. On tombe à 18. Sur les 18, il y en a 6 qui ont réussi à avoir une décroissance continue depuis les années 70 et le reste, 12, où là, ça s'est passé depuis les années 2000. Et là, quand on regarde la France, je vous invite à regarder. Alors, c'est un graphique qui est un petit peu compliqué, mais on peut regarder en bas à droite. Vous voyez, les 3 petits rectangles de couleur représentent les taux de réduction des gaz à effet de serre dont on aurait besoin pour les différentes cibles de l'accord de Paris. En rose, on a les 1,5 degrés. Donc là, on voit, c'est entre 5 et 10%. Il faut prendre en compte que ça inclut des Negative Emission Technologies. C'est pour ça que dans le slide d'avant, on parlait de 13%. Si on enlève les Negative Emission Technologies, on parle de réduction double digits. Donc, c'est plus entre 10 et 15%. Et là, on voit la France qui a réduit ses émissions
de même pas assez pour la cible des 50% à 2 degrés. Donc, encore une fois, mon point, les taux de découplage, même dans les champions historiques de découplage, sont très, très, très loin de ce qu'on aurait besoin pour verdir la croissance. Problème numéro 6, les taux de croissance sont aussi minuscules. Alors, si on me disait, oui, pendant cette période, on a eu des taux de croissance de folie entre 2 et 4% vraiment impressionnants, je me serais dit, OK, avec un découplage absolu, même très faible, ça voudrait dire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des pays dont on parle, là, la poignée de pays à haut revenu, sont en stagnation séculaire, dont la France. Donc, les taux de croissance qu'on a eu pendant ces décennies où on a vu les taux de découplage les plus importants sont minuscules. Je reviens sur le papier de Le Quéré et vous pouvez voir à droite la colonne avec le PIB. Une réduction de 1,9% par an à côté d'une augmentation de 0,9% du PIB, ce n'est pas tellement de la croissance verte, c'est plutôt de la stagnation verte. Donc moi, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qui se passerait si ça, c'est le meilleur qu'on peut faire avec des taux de croissance faibles et stagnants? Qu'est-ce qui se passerait si on avait des vrais taux de croissance entre 2 et 3%? Est-ce que justement, ça ne deviendrait pas beaucoup plus difficile de verdir la croissance? Là, on passe dans un autre point du débat sur le futur. Est-ce que ça va devenir de plus en plus difficile de verdir la croissance? Moi, je pense que c'est le cas. Allez, dernier problème, le problème numéro 7. Certaines activités ne se découplent pas. Alors là, c'est très important parce que le PIB est un indicateur abstrait, on le sait, qui regroupe toute forme de production basée sur leur valeur de marché. Donc, quand on essaie de se poser la question du découplage entre PIB et pression environnementale, on ne peut pas vraiment faire la différence entre les émissions des transports, les émissions de l'industrie. Et quand on regarde à peu près les 900 études qui existent empiriques sur le découplage aujourd'hui depuis les années 90, il y en a, mais presque zéro, qui désagrègent par secteur. Alors ça, je vous ai trouvé une étude quand même qui est sortie il y a 3 jours, qui est la première vraiment à le faire. C'est la même étude qui a montré qu'il y avait 24 pays là, qui avaient réussi à réduire leurs émissions de 1970 à 2019. Et eux, pour la première fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils désagrègent par secteur pour montrer d'où vient la réduction des émissions. Donc là, vous pouvez voir, il y a ça vient du secteur de l'énergie et de l'industrie principalement, électricité et chauffage. Donc là, je vous ai pris la page pour la France. Mais il y a certains secteurs qui n'ont jamais réduit leurs émissions. Ici, par exemple, le transport. Donc là, ça nous dit quelque chose d'intéressant. Et on pourra continuer dans la discussion. Ça nous dit qu'il y a certains secteurs, pour faire baisser leurs émissions, on ne va pas pouvoir y aller à travers des stratégies d'efficacité. Les transports, par exemple, on va avoir besoin de stratégies de sobriété, c'est-à-dire moins d'avions, moins de voitures. Il y a d'autres secteurs, comme par exemple celui de la construction et l'industrie, où on va pouvoir mobiliser des éco-innovations qui vont nous permettre d'avoir des gains d'efficacité. Gains d'efficacité, d'ailleurs, qui pourraient être accélérés si on avait en même temps, de façon complémentaire, des gains de sobriété. Voilà, consommer moins, construire moins et construire mieux et consommer mieux à la fois. Donc là, déjà, ça complexifie un petit peu plus la discussion qui, si elle reste sur la croissance sans désagréger par secteur, reste un petit peu abstraite. Alors, pour résumer un petit peu, là, il y a un rapport qui est sorti chez Carbone 4 en septembre qui reprend ce cadre analytique que j'avais proposé avec des collègues dans Démystifier le découplage l'été 2019, qui est de dire qu'il y a plein de types de découplage. Et la plupart de ces découplages ne valent pas la peine vraiment d'être célébrés. Donc, c'est pour ça, là, par exemple, le découplage dont on aurait besoin pour pouvoir concilier continuation de la croissance économique dans un pays comme la France et soutenabilité écologique, il doit être absolu, il doit être total, c'est-à-dire qu'il doit inclure le carbone, le méthane, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les impacts sur l'eau, sur la biodiversité, sur l'usage des sols, sur l'extraction des métaux, des minéraux en général, sur l'artificialisation des sols, tout ce que vous pouvez penser en pression environnementale, donc total, absolu, total, mondial, bien sûr. Bon, là, on voit que ça devient un défi complètement différent, mais là, on pourra en parler aussi, des différents défis concernant la croissance entre les pays du Sud et les pays du Nord. Il doit être pérenne, donc ça ne peut pas être juste des gains temporaires. Donc, on fait une transition énergétique, d'un coup, ça nous fait descendre une marche d'émissions, mais après, vu qu'on continue d'augmenter la demande énergétique
eh ben, l'infrastructure énergétique, elle augmente les tirages sur l'environnement. C'est le cas même des énergies renouvelables. 1 kW d'énergie renouvelable, ça demande 10 fois plus de matériaux qu'1 kW d'énergie fossile. Quand on découple, et là on le voit dans les pays à revenus, quand on découple les émissions, souvent on recouple l'utilisation des matériaux, qui est vachement plus dur à prendre en compte sur les émissions importées liées à l'extraction des minéraux et des métaux, qui est souvent sous-estimé. Donc il doit être pérenne et il doit être rapide. Ça, c'est peut-être la critique la plus problématique pour la croissance verte, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie de la croissance verte, toute seule, ne suffira pas à nous ramener en dehors de cette zone d'impact, de catastrophe environnementale décrite par Johan Rockström avec leurs limites planétaires, pas seulement en termes de changement climatique, mais sur tous les autres problèmes écosystémiques. Donc, il va falloir faire quelque chose de plus. Je dis quelque chose de plus parce que ce n'est pas choisir entre croissance verte et décroissance. C'est une discussion qui est beaucoup plus compliquée que ça, mais ce qui est certain, c'est que je pense on ne va pas pouvoir rester dans un modèle civilisationnel centré sur une augmentation continue et exponentielle de la production et de la consommation. Mais là, il faut se rappeler aussi, et je l'avais dit dès le départ, ça, c'est que l'argument écologique. Donc, dans le corpus décroissant, il y a un argument social et politique. 2 minutes encore. De quoi? 2 minutes. D'accord. À quoi ça ressemble en pratique? Là, je vous ai sorti les scénarios de transition de l'ADEME qui sont sortis il y a quelques jours. Ils nous proposent 4 scénarios. Et vous pouvez voir leur scénario numéro 1, génération frugale. Je vous laisse aller voir les détails. Le rapport est énorme, il fait 700 pages. Mais grosso modo, quand on regarde, c'est vraiment une description de la décroissance. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, pour les transports? Transport, ce secteur qu'on ne peut pas découpler. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à utiliser moins de voitures, à prendre moins l'avion, à encourager la mobilité active, ces choses-là. Ça, c'est des stratégies de sobriété, de frugalité, de décroissance. Bien sûr, on n'a pas choisir entre faire du vélo et investir dans des éco-innovations. C'est des choses qui peuvent être faites en parallèle. Mais là, quand même, je veux juste dire que ces stratégies de sobriété, de frugalité, de décroissance, on n'en a pas parlé pendant presque 20 ans, quand la croissance verte avait la cote, alors qu'aujourd'hui, on devrait justement leur faire une place sur le devant de la scène, se rendre compte que la croissance verte n'a peut-être pas donné ses fruits et qu'il va falloir faire autre chose, le plan B. Je termine avec une autre étude que j'aime beaucoup qui est sortie la semaine dernière pour dire que cette question, est-ce que la croissance pourrait être verte, n'est pas la bonne question. Ça, c'est typiquement, c'est une question d'économiste. La croissance, vraiment, c'est un indicateur obsolète. Moi, je préférais me poser la question en regardant les indicateurs à gauche qui sont ceux du donut. À l'intérieur, vous avez 11 minima sociaux. La croissance n'en est qu'un seul. Notre question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre ces 11 minima sociaux, des seuils de satisfaction décents, sans dépasser les maxima écologiques. Et à partir du moment où on se pose cette question, déjà, on quitte un petit peu la littérature très étroite du découplage pour se poser des questions beaucoup plus intéressantes qui sont aujourd'hui discutées dans le milieu de la décroissance. Merci beaucoup, Timothée. Alors, je suis très content que tu aies passé la vignette de l'ADEME, puisque je l'ai passé à mes collègues en préparant ce webinaire ce matin. Donc, comme quoi, on était bien alignés là-dessus. Et puis, alors, y a-t-il des questions, s'il vous plaît, dans l'audience? Non, pas tout à fait. Donc, c'est parce que l'exposé a été très correct. Éric, peut-être vous voulez intervenir sur l'intervention de Timothée? Oui, alors il y a une partie politique sur laquelle je ne m'engagerai pas. C'est difficile, mais je pense qu'il faut essayer de distinguer les deux. J'ai un souvenir très vif là-dessus. Quand le débat en France était très, très vif sur la filière surgénératrice, j'ai évoqué les manifestations de Cress-Malville à l'époque. J'avais discuté avec un physicien de l'IN2P3 qui était membre c'est l'équivalent français du groupe des scientifiques concernés, ça s'appelait le groupe scientifique d'information sur l'énergie nucléaire. Un physicien vraiment top, un physicien des particules. Donc je revenais un petit peu dans mon élément de départ, la science dure, et donc je lui avais posé la question, est-ce qu'il y a un risque d'excursion? On appelle ça l'excursion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque qu'un surgénérateur se transforme en une bombe atomique? Parce que c'était beaucoup avancé par les opposants.
Et lui, qui soutenait, il faisait plus que soutenir, il était même un des porte-parole des opposants, m'a dit, mais non, il n'y a strictement aucun risque. Mais c'est pas mal que les gens pensent qu'il y a un risque, parce que c'est la seule manière d'empêcher cette technologie, qui est une technologie terrible, qui produit du plutonium et qui est surtout synonyme d'une société militarisée. J'ai trouvé ça intéressant, parce que ça venait d'un scientifique qui disait… donc sa position politique, qui était tout à fait défendable d'ailleurs, l'amenait quand même à dire absolument n'importe quoi. Donc je vais essayer, moi, juste de distinguer les deux. Et quand Timothée dit qu'il y a des secteurs pour lesquels le découplage est impossible, il cite les transports et le chauffage, j'avoue que je ne comprends pas très bien, parce que la voie qu'on a, bon, la voie qui est choisie, hein, à nouveau, l'Europe là-dessus est nettement plus en pointe que le reste du monde, c'est celle de l'électrification. Si l'électricité est décarbonée, alors les voitures ne produisant pas de méthane, on peut bien se concentrer là-dessus. Donc, si l'électricité est décarbonée, eh bien, on a le découplage total. On arrive à… Donc, ça déplace la question, et la bonne question, c'est comment arriver à avoir une électricité décarbonée. Et je reconnais que ce n'est pas évident, puisque dans certains pays, la transition se fait par le gaz, et que le gaz, ça produit du CO2, peut-être moins que la houille ou que le pétrole, mais ça en produit quand même. Mais voilà, il n'y a pas de… Et sur le chauffage, sur le bâtiment en général, alors c'est vrai que pour le ciment, c'est plus difficile, mais il y a de l'innovation technologique qui viendra. Et il y a une ressource dont on sait bien qu'elle demande des investissements, mais qu'elle est totalement décarbonée, ce sont les pompes à chaleur, parce que c'est l'électricité. Il y a des technologies qui sont développées, elles ne sont pas révolutionnaires, elles sont même utilisées dans des bâtiments industriels. C'est les pompes à chaleur géothermiques, où on se sert si je puis dire, du réservoir de chaleur, ou plutôt d'échange de chaleur, parce que c'est de la thermodynamique, c'est du second principe, avec le sous-sol. Tout ça, ça existe. Hein. Les locaux d'Airbus, par exemple, sont chauffés et ils ont l'air conditionné l'été par une pompe à chaleur géothermique qui produit absolument zéro carbone. Donc, c'est possible. Mais le point le plus important que je voudrais faire là-dessus, c'est que toutes les études sectorielles et technologiques qu'on peut faire, c'est très important de les faire parce que c'est très important de savoir où on est. Je pense que Timothée a raison de dire qu'on a beaucoup manqué de sectoriel, mais qu'on commence à en avoir beaucoup maintenant. Mais voilà, le point essentiel, c'est que nous n'avons aucune idée des technologies que nous pourrons mettre c'est que l'innovation, ça répond à deux choses. L'investissement en recherche, de la recherche fondamentale à la recherche plus appliquée. Et deuxièmement, ça répond d'une manière extraordinaire aux signaux prix. Je le répète, les constructeurs automobiles ont complètement changé leur production de moteurs quand le prix du pétrole a quadruplé en 73 et en 79. Donc, avec le bon signal prix, des technologies peut-être qui sont balbutiantes aujourd'hui apparaîtront. Regardez ce qui est en train de se passer depuis que le prix du carbone qui a explosé. Hein. Alors, il a explosé pour des tas de raisons. Je ne parle pas seulement du prix de l'ETS, hein, je parle du prix du carbone de marché, donc du prix du gaz, etc. Et tout le monde a compris que même s'il est volatile, il y a quelque chose d'assez durable là-dedans. En tout cas, dans les marchés, les gens se disent on va vers un prix du carbone. On l'a déjà parce qu'il y a des bottlenecks, etc., etc. Bon, le résultat, c'est qu'on en est déjà à 3 milliards de dollars qui ont été récoltés par des startups sur la fusion nucléaire. Donc 90% sont aux États-Unis et le reste au Royaume-Uni. Et malheureusement, pas dans le reste de l'Europe. Alors, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que la fusion, c'était typiquement ITER, oui, dans des projets absolument faramineux, où 10 milliards, c'est considéré comme une pacotille, il vaut mieux en avoir 20 ou 30, et que c'est une affaire d'organismes gouvernementaux depuis les tokamaks soviétiques. Et là, non, c'est en train de passer au secteur privé. On peut dire que le secteur public, la recherche publique, y compris la recherche technologique, a ouvert la voie. Oui, mais c'est le prix du carbone qui fait que l'argent, maintenant, va s'investir dans ces technologies. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis quand même un petit peu plus optimiste que Timothée sur les solutions technologiques. Alors, ma deuxième remarque, c'est que je pense qu'il a absolument raison de souligner à quel point la baisse. Alors bon, moi j'ai parlé des émissions de CO2 et j'ai expliqué pourquoi pour le méthane ça ne se fait pas. Alors Stéphane, vous connaissez bien le sujet. On n'a rien fait pour le méthane, donc si on ne fait rien, ça serait quand même un petit peu extraordinaire qu'il se passe quoi que ce soit. Alors, pour l'Union européenne, on est à peu près à moins 18% depuis 2000. Hein, ce sont les chiffres de Corinne Lequeré et de tout son groupe, hein, mais actualisés jusqu'en 2019. Hein, je pense que c'est assez important d'actualiser les chiffres. C'est beaucoup quand on cumule.
Et là-dessus, le point conjoncturel que vous faisiez, Timothée, est intéressant, mais quand même, justement, il faut pouvoir juger du trend de long terme. Et pour ça, on n'a pas d'autre moyen que de prendre une période assez longue. Oui, mais ça nous fait du 1% par an. Et ça, c'est vrai que c'est dramatiquement insuffisant. Donc, par rapport à ça, les solutions avancées je trouve, par l'Europe, sont les bonnes solutions. C'est de dire, eh ben voilà, on sera à tel niveau en 2030 et on sera à tel niveau en 2050. Et vous remarquerez que dans cette stratégie, personne ne met la croissance en avant. Non, on a un objectif. Les économistes peuvent le critiquer, les économistes plutôt traditionnels, Pigou, etc., comme moi, diront, ben oui, l'ETS, ce n'est pas terrible parce que vous fixez des objectifs, vous n'avez aucune idée des dégâts économiques que provoqueront ces objectifs. Mais ça, c'est un débat qui est dépassé. Nous avons une stratégie. Et je voudrais du coup poser la question à Timothée. Est-ce que cette stratégie, et dont la dernière mouture est Fit for 55, est-ce qu'elle vous paraît quand même être un second best, ou peut-être même un third best par rapport à ce que vous préconisez? Alors, la troisième remarque, et ça, je pense que c'est un point qui est très important et que Timothée a complètement raison de souligner, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, c'est probablement quand même le problème numéro un, parce que nous commençons à voir les impacts des changements climatiques un peu partout dans le monde, et on sait qu'ils seront pires, évidemment, dans la zone non tempérée du monde. Mais la biodiversité et d'autres, la biodiversité est probablement l'autre énorme chose à laquelle il faut s'attaquer. Et que là, il peut même y avoir contradiction entre les deux. Il y a un papier, je crois, il y a des papiers récents qui montrent que dans certains cas, une stratégie de prix du carbone peut être antagoniste avec une stratégie de préservation de la biodiversité. Bon, ça paraît tout à fait évident. Par exemple, si on s'achète une vertu carbone en plantant massivement des pins, ça nuira à la biodiversité. Voilà un exemple. Et donc, c'est absolument essentiel de l'intégrer. Mais du coup, là, ça m'amène à une autre question. Que pensez-vous, Timothée, des progrès à faire, de ce qui reste à faire sur ce que j'appelle la comptabilité nationale environnementale? Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais c'est une fois qu'on a un cadre comptable unifié, c'est ça le miracle des comptes nationaux, le PIB, le modèle de Solow, et donc beaucoup de gens ont travaillé, puisque je vous ai cité un papier dont je trouve qu'il est remarquable, mais l'ennui, c'est que ce sont des papiers de recherche. Et on a besoin, les politiques ont besoin qu'on leur mette sous le nez une comptabilité nationale avec l'impact, donc ce n'est pas que de la croissance, il y a du niveau, et c'est important qu'ils aient les deux en tête, même s'ils sont plus obsédés par la croissance que par le niveau. J'ouvre une toute petite parenthèse, pour tous les gens qui sont nostalgiques des 30 Glorieuses, allez voir le film Le Beau Serge. Et vous verrez que les gens étaient misérables pendant les 30 Glorieuses. Et donc, cessons d'avoir ces rêves-là, d'oublier que les niveaux, c'est peut-être quand même au moins aussi important que le taux de croissance. Bref, Timothée, je vous pose la question sur cette comptabilité nationale environnementale. Qu'en pensez-vous? Comment faire pour l'accélérer? Une comptabilité nationale, ça n'a de sens que si on parvient à un minimum d'accords internationaux. Est-ce qu'on a des chances d'y arriver? Je pourrais téléphoner à Jean-Luc Tavernier pour lui demander, mais je m'adresse à vous parce que vous avez travaillé sur tous ces sujets. Juste, Timothée, donc je vous laisse répondre à Eric et puis après, on va prendre les 2-3 questions qui sont tombées là sur le chat. D'accord. Il y a pas mal de choses à dire. J'ai essayé de tout noter dans l'ordre. Bon, d'abord, si on électrifie les transports, la voiture électrique, par exemple, ce n'est pas un découplage total parce qu'on va avoir les émissions qui baissent, mais on va recoupler avec l'utilisation des matériaux. Non seulement parce qu'une voiture électrique demande beaucoup plus de matériaux qu'une voiture thermique, mais aussi parce que si on produit et on consomme plus de voitures électriques, il va falloir extraire plus de matériaux. Alors après, on pourrait dire, oui, même si l'extraction de tous ces matériaux et minerais, qui la plupart ne sont pas extraits en France, se font avec une électricité complètement décarbonée, ça déjà, c'est une hypothèse complètement irréaliste. On pourrait se dire où est-ce qu'on va trouver ces matériaux limités et est-ce qu'on ne va pas avoir une compétition entre les voitures électriques qu'on voudrait construire en plus dans un pays comme la France, un pays développé, et l'infrastructure matérielle qu'on aurait besoin de construire dans les pays du Sud. Donc là, il y a une histoire quand même de justice environnementale qui est importante. Il faut toujours conceptualiser quand on a un budget écologique, on n'a pas seulement un budget carbone, on a un budget écologique pour chaque ressource disponible. Il faut se poser la question, ce budget limité, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre les problèmes de pauvreté et de développement, permettre les
pays du Sud de construire l'infrastructure qui leur permette de satisfaire des besoins qui sont aujourd'hui insatisfaits. Il faut se poser la question, est-ce que la mobilisation de ces ressources dans des pays déjà développés ne vient pas ralentir justement le développement des pays du Sud? C'est le premier point. J'en ai un autre sur le prix du carbone. Le prix du carbone, d'accord, bon, moi je pense qu'on est d'accord qu'il faut un prix sur le carbone. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'idée des quotas carbone. On pourrait parler pendant très longtemps des limites de l'ETS et des alternatives possibles. Moi, j'aime beaucoup le cap and share proposé en Grande-Bretagne ou les tradable energy quotas, les taxes, les choses comme ça. Mais on est d'accord sur le prix du carbone. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les Anglais ont mis un prix plancher, je le signale en passant, parce que c'est ça le problème de l'ETS. Mais moi, ici, je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec les autres pressions environnementales, dont plein de pressions où il n'y a pas de marché, la biodiversité, la déforestation, toutes ces choses-là, où là, il va falloir trouver des solutions qui dépassent un petit peu les outils des signaux prix. Donc, c'est pour ça, là, c'est une autre discussion à avoir. Après, sur le Fit for 55. Sur la comptabilité nationale qui, justement, devrait aussi intégrer la biodiversité. Ouais. Donc la comptabilité nationale, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Eric, tu rappelais un petit peu les limites du PIB, mais tu en as oublié quelques-unes. Pour moi, l'une des premières limites, c'est que le PIB ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables. Donc, là, on pourrait mesurer d'ailleurs un découplage du PIB dans des économies à haut revenu avec le bien-être. Donc, si on arrivait déjà dans la comptabilité à prendre ça en compte, on pourrait se rendre compte qu'une partie de la croissance économique en France, en fait, ne contribue plus au bien-être. C'est le paradoxe d'Exterlin, déjà découvert dans les années 70 et beaucoup étudié depuis. Donc là, dans la comptabilité nationale, ce n'est pas juste de faire de la comptabilité environnementale, mais aussi sociale et environnementale. Moi, il y a des indicateurs que j'aime beaucoup, les budgets bien-être qui ont été introduits par la Nouvelle-Zélande en 2019, avec un tableau de bord de 65 indicateurs, divisés en des indicateurs de bien-être présents, avec des indicateurs politiques, du temps libre, des revenus, qualité du logement, mais aussi des indicateurs de bien-être futurs, où là, on essaie justement de venir intégrer l'état du patrimoine naturel et sa dépréciation sur le temps. Donc aujourd'hui, il nous faut vraiment ces tableaux de bord et pas juste l'approche de la France avec la loi Sas, d'avoir le PIB et en périphérie des espèces de comptes socio-environnementaux qui ne sont jamais vraiment intégrés dans les discussions quand on discute de choses sérieuses comme le budget. D'ailleurs, ils ne sont jamais préparés à temps, ces rapports. Donc moi, je suis d'accord sur la comptabilité nationale, mais il faut aussi dire que cette histoire d'indicateurs, ce n'est pas ça le plus important. Là, aujourd'hui, moi, je vois ça comme ça, on est une voiture qui fonce tout droit dans un mur. Et là, on nous dit, oui, bon, ok, d'accord, notre indicateur, le PIB, ne faisait que mesurer la vitesse de la voiture et non pas sa direction. Et donc, ça nous a malmenés, il nous faut un tableau de bord. Je fais, d'accord, il nous faut un tableau de bord, mais il faut aussi ralentir la voiture pour éviter de rentrer dans le mur. Donc, et aujourd'hui, quand je parle du mur, je ne parle pas juste des émissions carbone. Quand on se focalise un petit peu sur ce qu'on a réussi à faire, ça nous donne de l'optimisme. Mais moi, en tant qu'économiste écologique, je pars des constats scientifiques donnés par les écologistes sur l'état de la biodiversité, sur l'état du climat et sur tous les objectifs biosphériques, dans les objectifs de développement durable, ils sont tous en train de se dégrader. Quoi que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas, ça ne marche pas. Donc, en partant de ça, il faut se dire que changer les indicateurs, ça va être bien, il faut le faire en parallèle, mais aussi qu'il va falloir réussir à faire ralentir la voiture. Et là, j'en passe au Fit for 55, bien sûr, l'objectif. Moi, ce n'est pas l'objectif qui me dérange, c'est plutôt, je me dis, on n'arrivera pas à y arriver, on ne se donne pas les moyens. Déjà, cette stratégie européenne, elle est très dépendante des Negative Emission Technologies, donc des technologies d'absorption du carbone. Technologies qui n'existent pas aujourd'hui, c'est des hypothèses dans les modèles que ces technologies vont arriver à se développer, au moins devenir économiquement viables d'ici là. Moi, je trouve ça un pari un petit peu risqué. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, vous allez voir votre médecin, vous avez les poumons complètement déglingués parce que vous avez fumé pendant 40 ans, et on vous dit, oui, bon, d'accord, le tabac, ça vous détruit les poumons. Vous pouvez soit fumer moins et attendre de voir ce qui se passe, soit j'ai entendu parler que peut-être dans le futur, on trouvera une technologie qui vous permettra de découpler la cigarette du cancer. Donc, continuez, fumez encore de plus en plus. Et parce qu'à chaque fois que vous achetez un paquet de cigarettes, il y a une partie de l'argent qui est reversée à un institut de recherche qui essaie de créer des technologies pour découpler le tabac et le cancer. Là, c'est vraiment une analogie. Je pense que si on applique le principe de précaution
à l'échelle macroéconomique aujourd'hui, on se rend compte, nous sommes dans un état d'incertitude, nous sommes dans un état d'un monde inégal où nous sommes les pays les plus privilégiés qui peuvent se permettre d'expérimenter des stratégies de sobriété que des pays dans le développement ne pourraient pas se permettre d'expérimenter. Et donc, je ne comprends pas notre réticence vraiment à parler de réduction de la production et de la consommation. Merci Timothée. Nicolas, est-ce que tu as vu passer quelques questions qui mériteraient d'être traitées? Oui, pour rentrer davantage dans le vif du sujet et l'aspect un peu concret, Françoise a posé une question, c'est on a une stratégie, mais a-t-on les moyens de la mettre en œuvre? Eric, vous parliez justement du transfert technologique pour les pays en développement. On voit aujourd'hui que des pays, le financement par la compensation carbone de projets émetteurs de crédit carbone permettent de financer justement des infrastructures, des projets de landfill ou de cookstove en Afrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite, premièrement, à ce modèle-là? Et quelle serait la stratégie purement de financement et plus largement des moyens en fait, à mettre en œuvre pour ce transfert technologique et plus largement aussi pour Timothée, le financement de ces éco-innovations? Bon, je peux peut-être répondre de manière qualitative sur les questions des transferts de technologie. Alors, pour moi, c'est un point qui est absolument crucial, hein, parce qu'il serait totalement irréaliste et en plus moralement inacceptable de dire à l'Inde, c'est le bon exemple à prendre, hein, il y a encore une très forte croissance de la population, ce qui n'est pas le cas de la Chine. L'électrification du pays est extrêmement pauvre et c'est complètement le slogan de Lénine qui vaut. Hein, c'est que, bon, c'est sans les soviets, mais il leur faut l'électricité pour sortir de la misère. Bref, l'Inde utilisera toutes les sources d'énergie qui sont à sa disposition pour sortir de la misère. Et celui qui leur jettera la pierre disparaîtra lui-même de la scène du débat. Donc, la question qui est posée et que les Indiens ont soulevé dès la COP21, puisque l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud se sont opposés à l'idée d'un prix du carbone, ce qui était catastrophique et qui fait que la COP21 est quand même d'une certaine manière un échec dès le départ, l'accord de Paris. Mais pour de très bonnes raisons. C'est que l'argument des Indiens, c'est de dire, OK, mais vous savez, nos finances ne nous permettent pas d'investir suffisamment dans la transition énergétique. Et donc, vous savez, c'est un petit peu comme les vaccins hein, pour le Covid. On a tous intérêt à ce que le monde entier soit vacciné. Et donc, on a tous intérêt à ce que l'Inde, j'ai dit que le cas de la Chine était différent, mais après viendra celui de l'Afrique, dispose des technologies de production d'énergie. Donc, je me limite là au secteur de l'énergie, c'est le plus important, décarboné. Et donc, pour ça, il faut que les transferts de technologie soient massifs. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la technologie. Et donc là, il y a des questions de propriété intellectuelle qui sont délicats, mais ce n'est pas des problèmes insolubles, on les connaît. Et deuxièmement, il y a la question des financements. Alors sur le financement, là, je pense qu'il faut être très clair. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent est infinitésimal par rapport à ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit, sans aller jusqu'à la décroissance prônée par Timothée, on doit réduire les émissions. Moi, je suis désolé, je me concentre quand même sur ce sujet-là, beaucoup plus rapidement en Europe et surtout aux États-Unis, excusez-moi, et en Europe, c'est surtout en Allemagne, beaucoup plus qu'en France, hein, parce que les points de départ comptent. OK, mais même si on le fait très rapidement, en imaginant que ce soit acceptable socialement, d'avoir un prix du carbone dès les prochaines années à 150 € la tonne de CO2. Hein, je ne suis pas sûr que ça le soit, mais peut-être qu'avec une bonne redistribution, ça le sera. Ça ne sera pas suffisant si on n'a pas ces transferts de technologie. Et donc, le financement est essentiel et je pense que ça devrait être un des grands enjeux des négociations internationales entre pays développés. Alors, il faut faire simple. Les pays développés, en l'occurrence, les seuls qui peuvent avoir là-dessus un impact important, c'est États-Unis, Union européenne et Japon. Et donc, sur ces transferts de technologie, nous devons nous mettre d'accord entre pays riches où tout le monde n'est pas riche, là c'est un point qui est évidemment juste, sur l'ampleur, sur l'objectif des transferts de technologie et l'objectif du financement de ces transferts de technologie. Ce que j'allais dire sur ce point. Oui. Excusez-moi, transfert de technologie existante. Hein.
mais il faut quand même penser à moyen terme parce que des technologies, il y en aura beaucoup d'autres. Par exemple, carbon capture, ça existe, les technologies, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces technologies. C'est juste que ce n'est pas rentable. Ça peut commencer à devenir rentable à 100 € la tonne de CO2. Si la tonne de CO2 évitée par une installation de capture est payée à l'entreprise 100 €, là, je vous garantis qu'il y en aura beaucoup. On n'est pas encore là. On peut peut-être revenir à la question de Amine qui avait été posée en première partie. Est-il légitime de penser des politiques publiques en faveur de l'environnement sans passer par une réduction préalable des inégalités sociales? Bon, moi, je dis juste un mot là-dessus. Je voudrais savoir de quel pays on parle, parce que les inégalités sociales sont très importantes dans certains pays, c'est-à-dire surtout dans les pays à faible revenu, qu'elles sont les plus abyssales. Dans un pays comme la France, les inégalités de revenus, c'est une mesure qui n'est certainement pas complète, mais c'est la bonne mesure qu'on a au sens où elle est de qualité. Ces inégalités sont stables après redistribution. C'est pour ça qu'il est important de se souvenir que notre pays est le champion de la redistribution. Ça a ses mauvais côtés. Certainement, ça a un impact sur l'innovation, sur plein de choses, mais ça a un très bon côté, qui est d'empêcher les inégalités de revenus, en tout cas d'augmenter. Donc, est-ce que dans la question, c'est un petit peu général pour le monde entier, ou est-ce que c'est plus centré sur la France? Si c'est sur la France, je dirais que ce n'est pas la priorité. Ouais, je pense que c'est plutôt sur la France. Et puis, et derrière, ça reprenait aussi un des graphes de notes de Timothée, où on voyait bien en fait qu'il y a un aspect social et impact global. Peut-être vous pourriez dire deux mots, Timothée, sur le sujet. Et moi, je veux bien intervenir pour montrer justement que la question des inégalités ne peut pas être dissociée de la question de l'écologie. Deux graphes pour le prouver. Pour étayer la thèse de Hervé Kampf dans son livre, quand il dit les riches détruisent la planète. Bon, les chiffres nous le disent. On a des très bonnes données depuis 2015. Donc là, vous pouvez voir à gauche le dernier rapport d'Oxfam. Donc, si vous prenez les 10% des plus riches sur la planète, et voilà, ils sont responsables de la même part des émissions que le reste de la planète. Donc, les plus riches 1% correspondent aux mêmes émissions que les plus pauvres 50%. Là, on pourrait se dire, oui, c'est global, d'accord, ça compare vraiment des inégalités de fou. Mais si on regarde à droite, là, une étude récente qui regarde à l'échelle européenne, on voit que c'est aussi la même chose. Et là, ce qui est intéressant, regardez, c'est la petite barre violette, c'est que la majeure partie de l'empreinte carbone des ménages les plus aisés en Europe vient des avions. Donc là, encore une fois, quand on parle de la réduction du secteur de l'aviation, c'est une belle façon de à la fois réduire un luxe qui n'est aujourd'hui utilisé principalement que par les gens qui ont les moyens, donc on le voit bien sur ces graphes, mais il y a d'autres chiffres aussi, et de faire réduire une activité qui est hautement émettrice. Alors, l'autre chose, c'est que je ne suis pas d'accord. Moi, là, je vais sortir ma Pokéball Thomas Piketty qui va apparaître et nous expliquer que non, les inégalités ne sont pas stables, la question sociale n'est pas résolue, même dans un pays comme la France, où la pauvreté persiste depuis 10 ans, malgré la croissance économique, les quelques pourcents qu'on a, et où il y a des phénomènes de polarisation du marché du travail, d'augmentation d'inégalité des richesses. Donc non, ce n'est pas du tout un problème résolu. Et un autre, alors là, si on veut vraiment prendre une vue d'échelle, et nous, on fait beaucoup ça en économie écologique, c'est on regarde les flux d'appropriation d'énergie, de ressources et de temps de travail et d'argent entre pays du Nord et pays du Sud. Alors, si on regarde ces flux, vous allez vous dire instinctivement, nous, on importe beaucoup de temps de travail à travers les choses qu'ils produisent pour nous, et on apporte beaucoup d'énergie et de ressources, et on leur donne de l'argent, d'accord? Donc, il y a un flux inversé. Non, le flux est net dans les deux sens, d'argent, d'énergie et de ressources. L'argent, c'est principalement à travers le repaiement des dettes nationales. Donc là, il faut se poser une question de justice globale, de comment est-ce qu'on peut attendre que les pays du Sud se développent si on approprie la majeure partie de leur espace climatique, de leurs ressources, de l'énergie, de leur temps de travail, mais qu'aussi on les ponctionne abondamment monétairement. Donc là aussi, c'est pour mettre ça dans une perspective d'écologie politique, où il faut mettre en cause non seulement la croissance, mais peut-être le modèle d'accumulation capitaliste qui est derrière lui. Et là, c'est une autre façon d'ouvrir la discussion vers la décroissance. Quand je décris la décroissance, ce n'est pas seulement une apologie de la récession, c'est un modèle
économique alternatif, moi, c'est ce que j'ai développé dans les 800 pages de ma thèse pour expliquer que la décroissance est peut-être la voie vers un modèle alternatif post-capitaliste qui serait justement plus à même de nous permettre de vivre dans une société juste et soutenable au XXIe siècle. Simplement. Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as vu passer? Elles étaient en lien avec ça. Oui, une personne a posé la question pourquoi les politiques et médias ne parlent pas de cette notion de sobriété? Alors, ça commence à venir, moi, je trouve. Et puis après, on va conclure. Je pense qu'on a fini le temps. Moi, je veux bien dire juste un mot. On parle souvent, et Eric en parlait dans son papier, que la décroissance, ce n'est pas démocratique. Moi, la proposition la plus développée de décroissance que j'ai vue, c'est celle-là. C'est le rapport de 510 pages qui est sorti de la Convention citoyenne du climat. Si on venait l'appliquer, on se retrouverait à peu près avec une version un peu plus hardcore du scénario 1, génération frugale de l'ADEME. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les idées de la sobriété, de la simplicité volontaire, du minimalisme, de se concentrer sur le bien-être, sur les relations sociales et pas juste sur les profits des entreprises, sur le pouvoir d'achat et sur le PIB des gouvernements, c'est une aspiration qui résonne avec une majeure partie de la population. J'avais préparé quelques sondages aussi, mais ça, si vous lisez mes travaux, vous pouvez les voir. Là, cela fait par le MEDEF, quand même, ce n'est pas des gens très enclins à faire la promotion de la décroissance. Mais il y a pas mal, quand même, dans les sondages récents, de gens, surtout au début de la pandémie, qui montrent que notre système économique ne leur convient pas, qu'il va falloir faire un choix. Ici, voilà, qu'il y a plus de personnes qui pensent que la solution à la crise climatique passe par un changement de nos modes de vie, de notre culture d'entreprise, délaisser peut-être le productivisme des entreprises à but lucratif capitalistes pour transformer, pour investir plutôt dans l'économie sociale et solidaire et les entreprises à mission. Donc ça, il y a des gens qui n'en parlent pas, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent et je pense que les médias ne font pas une réflexion harmonisée de ces tendances-là. Moi, j'en ai l'exemple parfait. Si vous tapez décroissance, avant l'année dernière, avant la pandémie, c'était que des articles négatifs. Et moi, là, je veux juste en profiter pour dire ça aussi. Eric, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Ton article, je ne me souviens plus c'était dans Telos, mais tu te trompes sur beaucoup de choses. Donc là, tu dis, les idées n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque. Alors, moi, je te montre un graphe seulement. Ce graphe, il nous montre le nombre d'articles en anglais publiés dans des revues académiques sur la décroissance. Il y en a aujourd'hui 500 depuis 2017. J'imagine qu'il n'y a pas de... rien dans des grands journaux, malheureusement, mais ça viendra. Mais Timothée, on n'a plus dans grands journaux. Mais oui, juste pour dire que si on ouvre un petit peu l'œil et qu'on regarde, il y a commence à voir la quantité. De nouvelles idées intéressantes qui arrivent non seulement de l'économie écologique, de l'économie féministe, de l'économie post-keynésienne, de nouvelles de macroéconomie écologique. Et que ça nous donne beaucoup plus d'outils pour repenser les mêmes défis. On essaie de résoudre les mêmes défis, mais moi, je suis quand même de l'école de la diversité pour me dire si on veut construire des futurs durables alternatifs, je préfère avoir un plan A, B, C, D, E et F et pouvoir choisir ensuite. Aujourd'hui, on n'a qu'un plan A, c'est la croissance verte et il ne marche pas. Okay. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Timothée, là-dessus. Moi, je vais devoir vous quitter. Ah oui, tout le monde va comme ça. Donc, c'est le dernier mot pour vous. Oui, mais non, juste pour dire que je suis d'accord que la diversité intellectuelle, elle est absolument cruciale, qu'il y a tellement de choses qui restent incertaines et inconnues, même si, avec beaucoup d'enthousiasme, tu proposes des solutions assez carrées. Cette diversité, elle est cruciale parce que c'est comme ça que les nouveaux concepts apparaissent. Et je trouve qu'il ne faut pas du tout prendre par le mépris les travaux, parce que c'est des choses qui sont difficiles. Je viens d'un institut statistique, je sais à quel point c'est difficile de construire de bonnes statistiques. Donc, avoir une comptabilité nationale environnementale, voilà, ça fait partie quand même des choses sur lesquelles les concepts ne sont peut-être pas nouveaux, mais c'est grâce à l'appréciation, à la pression qui vient en particulier d'économistes comme toi, que j'espère qu'on va accélérer là-dessus. Alors, je voulais juste dire une chose sur le côté démocratique. La Convention citoyenne, alors là, je vous donne mon point de vue, et là, je fais de la politique, même si j'avais dit que je n'en ferais pas, c'est l'opposé de la démocratie. C'était un panel dans lequel il n'y avait
pas de gens qui travaillent véritablement, qui ont des grosses responsabilités parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Christian Gollier n'a même pas été entendu par ce panel. Thierry Pièche a fait un travail totalement catastrophique. Il y a un très bon article de Dominique Schnapper, qui se place beaucoup plus sur un point de vue de la démocratie et des institutions. C'est pour moi l'antithèse d'une démarche démocratique. Jusqu'à présent, la démocratie, ça passe par les élections. Alors, il est tout à fait imaginable que dans un pays, des élections amènent à des décisions qui soient beaucoup plus drastiques que Fit for 55, etc. Et ben, dans ce cas-là, très bien, ça fait partie du processus démocratique. Mais ça, les sondages, ce n'est pas démocratique. Et l'Assemblée citoyenne, c'est presque le sens interdit pour moi, pour la démocratie, si on pense que ça a encore un sens, que les idées de Montesquieu ont encore un sens. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci Eric, merci Timothée pour votre temps. Je crois que vos interventions ont été très appréciées. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour cet excellent débat. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.